Bonjour. Les outils de pilotage peuvent être un moyen d'augmenter la résilience des organisations. Voilà ce dont il va être question aujourd'hui. Pour que ce soit vrai, il faut des outils adaptés qui donnent de la clarté et de la visibilité sur les actions et les objectifs, et surtout pas des outils qui vont augmenter l'opacité avec des indicateurs hors sol. L'expérience que Günther Lachambre va nous partager est particulièrement intéressante car il a cherché à s'appuyer sur des outils qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines que le sien, et en les associant, il parvient à aider son organisation à mieux anticiper, mieux utiliser ses ressources, aligner les activités sur la stratégie, le tout en favorisant l'amélioration continue. Günther Lachambre est architecte, urbaniste, expert en ingénierie des systèmes d'information à l'Université de Rennes. Alors Günther, tu as utilisé les outils ABC, BSC pour piloter ton activité SI. En quoi ça consiste? Quels sont les avantages? Bonjour Gaël, merci pour cette invitation. Donc, j'ai plusieurs responsabilités dans le cadre de mes fonctions à l'Université de Rennes 1, au service universitaire de pédagogie et d'éthis. Je suis à la fois assistant en maîtrise d'ouvrage et responsable technique. Et donc, à ce titre, je dois piloter le système d'information pédagogique. Je suis aussi responsable du pôle système d'information et statistique pour l'enseignement. Donc, je dois piloter les RH et la capacité du pôle à servir les demandes de projet. Et puis, je suis aussi référent qualité. Donc, je dois aussi piloter la démarche qualité et l'amélioration continue au sein du service. Ces trois objectifs de pilotage reposent sur les mêmes problématiques. Je dois être en capacité de savoir de quelles ressources je dispose, à mettre en œuvre pour quelles activités, en soutien de quelle offre de service. C'est là que l'outil Activity Based Costing, ABC, me vient en aide parce qu'il préconise de modéliser l'ensemble de ses ressources, 100% de ses ressources, de déterminer quelles ressources contribuent à quelles activités sur 100% des activités, et lesquelles de ces activités, soutenues par quelles ressources, supportent quels éléments de l'offre de service, sur 100% de l'offre de service. Donc, avec l'outil ABC, ça me donne la capacité d'avoir une visibilité sur ma capacité à faire, sur la charge que représentent les activités en support des services, sur la disponibilité résiduelle dont je dispose en termes de ressources pour mener à bien les activités, pour prendre en charge des activités, pour soutenir des services de type développement, c'est-à-dire des projets. Ce modèle Activity-Based Costing, donc, qui permet d'aligner les ressources, les activités, les services, puis derrière, si on monte un cran plus loin, les bénéficiaires adressés par les services, me permet aussi d'avoir une visibilité sur les coûts complets, entre guillemets, de chacun de ces services, et de déterminer où sont les points critiques, où sont les tensions, quels sont les services qui reposent sur les ressources les plus critiques, les compétences dont je dispose pas en doublon, les personnels qui sont contractuels, par exemple, ou la fin d'un budget, ou la fin du cycle de vie d'un outil. Voilà. Donc cet alignement me permet, moi, d'avoir une visibilité sur l'architecture existante. Après, quand je vais devoir prendre en compte des demandes de nouveaux services, des demandes d'évolution de services, ça va me permettre d'objectiver les arbitrages pour mieux conduire la transformation, parce que je saurai où sont mes points forts et mes points faibles, où est-ce que je vais avoir besoin de renfort de compétences, où est-ce que je vais avoir besoin de développer de nouvelles activités, voire de transformer des activités existantes pour pouvoir prendre en charge une nouvelle demande de service. Donc ça me permet de conduire la transformation de manière objective et éclairée. Et puis, ça me permet surtout, lorsque je cherche des leviers d'optimisation, parce que je suis quand même face à un enjeu, une problématique qui est toujours de faire plus avec moins. Donc, je suis confronté à un enjeu fort d'optimisation de ressources, de maximisation de retour sur investissement, de maîtrise des impacts pour des stratégies qui parfois sont volatiles. Donc, j'ai besoin de trouver quelles sont les causes racines des difficultés que je peux rencontrer. L'objectif derrière, c'est de parvenir à utiliser au mieux les ressources en support des activités, c'est-à-dire à viser une efficience de l'utilisation de mes ressources, une efficience des plans d'action. Ça doit me permettre, tout cet ensemble, d'avoir une capacité d'adaptation facilitée par la maîtrise des impacts pour savoir où sont les points faibles sur lesquels je dois travailler en priorité pour pour satisfaire la résilience, en gros, du système que je dois piloter. Merci Günther. Alors, tu connais bien les bonnes pratiques de l'architecture d'entreprise, puisque c'est ton métier aussi.
ça fait des liens avec ce contrôle de gestion stratégique. Est-ce que tu peux nous parler des points communs, des synergies, comment tu associes les deux? Oui, je vous ai parlé en particulier du modèle Activity-Based Costing, donc qui aligne les ressources, les activités et les services. Le Balanced Scorecard, lui, tend à piloter la transformation de cette architecture existante, cet alignement d'architecture, suivant des axes de développement de ressources, de développement des processus, de développement de la valeur ajoutée pour les bénéficiaires et finalement de valeur ajoutée pour les sponsors ou les actionnaire. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour la cartographie de l'existant, pour le pilotage de la transformation de cet existant, il y a une problématique qu'il faut bien garder à l'esprit quand on adresse la question de l'architecture, c'est qu'il faut la travailler sous un angle systémique. C'est-à-dire que comme pour le contrôle de gestion, il ne faut pas se limiter à un point de vue limité à l'objet considéré, mais bien prendre en compte ses dépendances à son environnement, les impacts de son changement sur cet environnement et réciproquement les impacts sur cet objet liés à l'évolution de l'environnement. On peut faire le lien avec l'analyse Pestel au niveau stratégique. Moi, je pars du principe que c'est bien d'avoir à minima une analyse Pestel, même macroscopique, sur chacun des éléments de notre architecture. C'est-à-dire être capable de lier les éléments de l'environnement, au niveau Pestel, et leur impact sur l'ensemble des couches de l'architecture d'entreprise. Donc ce besoin d'analyse systémique, il me semble être commun autant à l'architecture d'entreprise, qui doit adresser l'ensemble des couches du système d'information, que le contrôle de gestion stratégique. L'idée, c'est que les outils du contrôle de gestion soutiennent la capacité à maîtriser l'architecture existante, ce que je montrais avec ABC ou BSC, et la prévisibilité des impacts de changement. C'est-à-dire que si je maîtrise mon existence, je sais quel sera l'impact du changement, je sais quelle sera la complexité, quels seront les risques, quels seront les coûts de mon changement. Et cette maîtrise, ça me permet en retour de soutenir le contrôle de gestion lorsque j'établis la trajectoire de transformation des architectures en renforçant en fait l'objectif d'efficience de l'organisation. C'est là que je pense que l'architecture d'entreprise et le contrôle de gestion se rejoignent. L'idée, c'est toujours d'établir la juste transformation, de piloter au plus juste l'usage des ressources pour faire évoluer les activités, pour faire évoluer l'offre de service. Et le Balanced Scorecard, inversé, tu t'en sers aussi, je crois? Oui, alors le Balance Scorecard, lui, me sert à piloter la transformation par rapport à une cartographie existante que j'établis avec le modèle ABC, qui me sert aussi à établir la cartographie cible. Le Balance Scorecard, lui, sert à tracer la trajectoire entre les deux, c'est-à-dire à définir sur les axes ressources, processus, offre de services et finalement qualité de service, valeur pour les usagers, pour les parties prenantes, c'est-à-dire nos étudiants, nos enseignants, les services internes de l'université, mais aussi nos établissements partenaires et notre tutelle. Piloter cette transformation en s'assurant que les ressources contribuent au processus, les processus contribuent à la qualité de service contribue à la valeur apportée à nos usagers. Ça, c'est à l'université. Le principe du BSC, dans le cadre du secteur privé, c'est de travailler l'innovation, la connaissance, pour améliorer ces processus, s'adapter au marché et finalement fournir des produits, des services à des clients en demande. Et la satisfaction de ces clients emporte l'apport de ressources financières qui, lui, va venir satisfaire l'axe financier au sommet du modèle pour le secteur privé, qui, lui, va satisfaire les actionnaires. Donc c'est lié à la finalité de l'entreprise qui est d'être viable, d'être soutenable, de se développer et donc de soutenir sa croissance. Et donc la finalité de l'entreprise dans le secteur privé, ça reste quand même d'être bénéficiaire. Donc l'axe financier est au sommet du Balance Scorecard. Dans le modèle inversé, adapté par exemple au service public et à l'université, la ressource financière, en fait, la ressource, les finances, pardon, sont justement à la base. C'est pas l'objectif. L'objectif de l'université n'est pas de faire des bénéfices. Par contre, c'est d'utiliser au mieux le denier public. Donc la finance, dans le modèle inversé, chez nous, à l'université, ça va plutôt être une ressource qui va nous permettre de développer nos ressources humaines, nos ressources matérielles, notre organisation, pour optimiser nos processus, notre mode de fonctionnement, dans un mode de recherche d'excellence opérationnelle, en gros, et ce qui va nous permettre de mieux fournir le service, de mieux rendre le service, de mieux produire des meilleurs services à nos usagers, qui seront les services dont ils ont besoin, avec le meilleur retour sur investissement, la meilleure efficience de nos ressources.
Et ça, cette qualité de service, c'est ça notre valeur en tant que service public. Et c'est ça qui remporte, finalement au sommet du modèle, du BSC inversé, c'est ça qui remporte la 1re place, en haut du modèle. Notre objectif in fine, c'est la qualité de service, pour satisfaire nos usagers. Alors, concrètement, est-ce que tu voudrais nous partager dans quel moment, tu t'en es servi particulièrement? Qu'est-ce que ça a permis, en fait, des cas d'usage possibles? Alors, il y a 2 choses, il y a le retour d'expérience, c'est-à-dire les contextes dans lesquels j'ai utilisé ces outils-là, l'association de ces 2 outils en particulier et puis d'autres cas d'usage, qui pourraient être adressés. Moi, je m'en suis servi, quand j'étais missionné en tant qu'urbaniste système d'information à l'université de Rennes 1 pour, établir le business model, parce qu'il fallait que j'intègre une fonction qui n'existait pas et donc, que je propose l'intégration de toute la chaîne de valeur de l'urbanisation du SI dans le fonctionnement existant de la DSI en particulier. Et donc j'ai constitué un business model et j'ai appliqué le processus d'architecture, d'entreprise à la démarche, elle-même, processus d'urbanisation du SI. Donc j'ai cartographié l'existant. Quelles sont les ressources dont on dispose? Quelles activités sont mises en œuvre? Quels services on propose pour adresser les problématiques de l'urbanisation du SI? Bon, le constat était assez maigre, et en regard, avec le même modèle, j'ai constitué un modèle qui me disait de quelles ressources on a besoin pour soutenir quels services, quelles activités nouvelles à mettre en œuvre, pour produire quels nouveaux services qui vont rendre les bénéfices, attendus de la démarche d'urbanisation. Du coup, le BSC, lui, m'a permis de définir les roadmaps, les plans d'action nécessaires sur les axes ressources, sur les axes activités, sur les axes hub de service, pour partant de l'existant, arriver, à une situation cible. Et c'est beaucoup plus facile de faire adopter, cette démarche de changement, d'amélioration continue, quand la visibilité est partagée par tous les acteurs sur, ce qui est requis et l'impact que ça va avoir sur chacun des périmètres d'intervention des parties prenantes. Donc c'est vraiment un outil d'accompagnement du changement. Je m'en sers également pour piloter le SI pédagogique, gérer le portefeuille du SI pédagogique. Je m'en sers aussi pour outiller les démarches qualité, l'amélioration continue au sein du subtis. Heu et c'est toujours la même chose. Partir de la cartographie de l'existant, mais une cartographie exhaustive qui rende bien compte de l'alignement ressources, activités, services. Démontrer où on est, où on veut aller et utiliser les balance scorecards pour dire voilà quel est le plan de développement de ressources, de nos ressources, le plan de développement, de notre portefeuille d'activités et le plan de développement de notre offre de service. Tout ça étant cohérent et du coup intelligible, compréhensible par les acteurs et du coup plus facilement acceptable et en tout cas on sait où on doit faire porter les efforts et ça permet d'établir des consensus. Plus généralement, au-delà de ces expériences, je pense que l'association de ces outils peut être utilisée dans le cadre de toute démarche d'amélioration continue, pour piloter des maturités en s'appuyant sur des guides ou des référentiels d'audit ou de bonnes pratiques, pour alimenter la démarche GPEC et objectiver la stratégie RH. Si on se focalise particulièrement sur la couche ressources et en particulier les ressources RH, les ressources humaines, pardon, du coup, en corollaire, pour objectiver des demandes d'investissement RH, c'est beaucoup plus facile de demander, des RH supplémentaires quand on sait dire clairement, objectivement, de manière partagée et consensuelle, en soutien de quelles activités pour pouvoir fournir quelle offre de service, quel bénéfice à quel usager. C'est beaucoup plus facile pour le financeur de savoir où il met ses moyens et d'accepter des demandes de financement d'investissement. Puis, de manière générale, pour en revenir à l'architecture d'entreprise, pour élaborer, pour entretenir le schéma directeur du numérique, qui selon moi est un livrable de la démarche. Et pour le contexte particulier des universités, dans le cadre des rapprochements d'établissements encouragés par le ministère, on peut utiliser aussi ces outils en support du rapprochement d'organisations pour effectuer un benchmarking, une comparaison, un parangonnage des fonctions des différentes organisations et piloter la convergence. Avoir un modèle A, un modèle B, savoir quel est le modèle C cible, et du coup piloter la convergence en faisant se rapprocher les deux modèles vers le modèle cible. Tout ça, toujours sur les couches ressources, activités, services, qui permettent de prendre en compte tous les impacts, toutes les parties prenantes. Merci beaucoup Günther. C'est vraiment intéressant de voir que finalement les outils de pilotage en fait, ces outils de pilotage sont très pertinents pour le SI et comment tu as fait le lien entre l'architecture d'entreprise, la vision et les outils qui permettent, comme tu le dis, hein, de donner une visibilité, de la clarté,
de la vision pour travailler ensemble dans des moments où on est, dans l'incertain et le chaos, on a d'autant plus besoin de clarifier tout ce qui peut l'être. Grand merci à toi et puis merci à tous pour votre écoute. Merci Gaël.